merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Média 1. Merci de nous rester fidèles. L'Éthiopie a retiré le Front de libération du peuple du Tigré de la liste des organisations terroristes. Cela fait suite à la signature de l'accord de paix en novembre 2022 à Pretoria, en Afrique du Sud. Les États-Unis, pour leur part, conditionnent la reprise du partenariat économique avec l'Éthiopie à la réconciliation et l'établissement des responsabilités sur les atrocités commises dans le conflit au Tigré. Quelle solution aux atrocités commises durant ce conflit? Comment relancer la vie et l'économie du Tigré? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, l'Organisation des Nations Unies a condamné le rôle du Rwanda dans le conflit qui touche l'Est de la République démocratique du Congo. Mais l'ONU refuse jusqu'ici d'agir. Du côté des pays voisins et partenaires, les médiations se multiplient pour apaiser les tensions entre Félix Tshisekedi et son voisin rwandais Paul Kagame, mais la poursuite des combats entre l'armée congolaise et le M23 ainsi que la progression des groupes rebelles ne facilite pas les choses, ce malgré le cessez-le-feu annoncé le 3 mars dernier. Quelles sont les conséquences de ce conflit entre la RDC et le Rwanda? Quelle solution à la rébellion du M23? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda. Merci également à votre co-débatteur, M. Momodou Thior, journaliste, analyste politique. Merci beaucoup, M. Thior, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup de l'invitation, Daouda. Toujours ravi d'être là. Et le plaisir est toujours partagé. Depuis la signature de l'accord de paix en novembre 2022, les autorités éthiopiennes et les leaders du Front de libération du peuple du Tigré ne cessent de faire des concessions en vue aujourd'hui de la normalisation de leurs relations. Quel regard portez-vous déjà sur ces avancées notées entre les deux pays? Oui, ça montre, après avoir salué mon co-débatteur et vos téléspectateurs, que l'accord signé le 2 novembre à Pretoria est en train de se dérouler normalement. Parce que, vous le rappelez à l'entame, le Parlement a décidé d'annuler cette motion qui a été votée et qui désignait le Front populaire de libération du Tigré comme une organisation terroriste, ce qui va dans le bon sens. Mais il y a d'autres préalables qui figurent dans cet accord qui doivent être respectés. Et pas des moindres d'ailleurs, parce que le désarmement, ils ont commencé avec les armes lourdes, mais il y a beaucoup d'autres types d'armements que les anciens rebelles, les 200 000 combattants doivent donc donner un peu aux facilitateurs, parce que ça aussi, ça figure dans l'accord. Mais une fois qu'on les aura désarmés, qu'est-ce qu'il faudra faire un peu de tous ces combattants? Je vais vous donner le chiffre de 200 000 combattants qu'il faut réintégrer au sein de l'armée. Et c'est là où les problèmes vont démarrer. Parce que oui, le Premier ministre Abiy Ahmed a signé cet accord, mais de là à accepter qu'il rejoigne un peu l'armée fédérale, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir, parce qu'il y a une certaine réticence quelque part pour faire confiance à ces gens qui ont... Mais là, est-ce que l'heure n'est pas aussi tort à cette confiance-là aujourd'hui pour aller vers l'apaisement, vu que beaucoup d'actes ont été posés aujourd'hui dans ce sens-là? Oui, la confiance est instaurée, parce que ce n'est pas pour rien que dès fin décembre, il y a une délégation du gouvernement fédéral qui est arrivée. Entre-temps, on a vu Ethiopian Airlines a repris ses vols vers Mekele, la capitale du Tigré. Mais vous savez aussi, il faut prendre le fait qu'il y a la donne de l'Érythrée qui a participé à ce conflit-là, et l'Érythrée n'a pas été partie prenante de l'accord. Il faut prendre cet aspect-là. Les milices Amara, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que c'est une région frontalière du Tigré. Je pense que de ce côté-là, il y a la confiance, mais il y a quelque part une certaine réticence pour ce qui est de l'avenir de tous ces combattants du Tigré.
Et conformément à cet accord dont nous parlions tout à l'heure, aujourd'hui, la Chambre basse du Parlement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a retiré le 22 mars dernier le TPLF aujourd'hui des groupes terroristes, en tout cas, l'appellation qui leur a été donnée. Cette décision a ouvert la voie aujourd'hui à la nomination de Getachew Reda à la tête de l'administration civile chargée de gouverner le Tigré. Que pensez-vous aujourd'hui du profil du nouveau chef de l'administration civile intérimaire régionale au niveau du Tigré? Je rappelle que c'est quelqu'un également qui était au niveau des négociations aujourd'hui, représentait ce front aujourd'hui de libération du Tigré. C'est quelqu'un également aussi où du temps où le TPLF était au pouvoir, a été plusieurs fois ministre, en particulier ministre de la Communication et porte-parole également du gouvernement. Donc je pense que ce Daouda, c'est tout d'abord une bonne nomination qui vient même à son heure. Parce qu'on sait que le conflit en Éthiopie, le conflit au Tigré, est un conflit complexe. Car on sait que c'est un État fédéral et que le Tigré, cette minorité tigréenne a longtemps dirigé les plus hautes sphères étatiques. Donc c'est en faveur de l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir. Peut-être cette minorité s'est vue marginalisée par rapport à plusieurs peut-être postes au niveau étatique. Donc ils sont entrés en conflit. Il y a d'autres ramifications, certes, qu'on peut soulever, mais ce qui est plus important, c'est que cet accord de paix et cette nomination-là va permettre peut-être aux partis de se retrouver et de vraiment fumer le calumet de la paix, parce qu'il est important de savoir que ce conflit a fait des milliers de morts, des déplacés, des millions de déplacés, nous dit-on, et on sait que cette région vraiment est une région sensible, c'est une région qui vraiment pose problème au niveau africain, mais aussi au niveau international, car on a vu beaucoup d'États comme les États-Unis, la France et l'Union européenne faire des communiqués, s'engager aussi à vraiment mener ces deux parties vers la négociation. Donc cette nomination vient en son heure parce que ça va permettre aux deux parties peut-être d'avoir une confiance mutuelle entre eux par rapport à cette situation de crise. Cher, cette minorité-là, vous l'avez rappelé, a eu à diriger l'Éthiopie aujourd'hui pendant près de 3 décennies. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'Abiy Ahmed, on a vu qu'ils ont été écartés aujourd'hui de la gestion du pouvoir, en tout cas de l'État fédéral aujourd'hui, ce qui a conduit à cette rébellion-là qui a duré près de 2 ans. Comment aujourd'hui l'Éthiopie en est arrivée là aujourd'hui? Après 3 décennies où c'est cette minorité qui avait eu à gérer le pays, comment en sont-ils arrivés aujourd'hui à être complètement écartés et ce qui a conduit à une rébellion? En fait, l'Éthiopie a expérimenté plusieurs types de régimes. Je vais m'en tenir au régime de Mengistu. Par exemple, ce régime socialiste, marxiste, communiste, stalinien même, je dirais que l'Éthiopie a expérimenté sous Mengistu. Donc, avec ce régime-là, l'Éthiopie a vraiment connu des problèmes économiques, des problèmes qui l'ont pratiquement déstabilisé. Il y avait une guerre aussi au niveau de ce Tigré-là, où le gouvernement éthiopien a affronté ces Tigréens qui ont pratiquement dominé Mengistu et l'ont soulevé du pouvoir. Donc c'est à la suite de cela qu'ils vont occuper peut-être l'Éthiopie, diriger même l'État fédéral, je dirais, et les plus hautes sphères étatiques. Donc ils vont se réarmer, se préparer et défendre leur région, programmer des programmes de développement, donc qui vont permettre aux Tigrés de se développer et d'être connus un peu partout dans le monde. Donc c'est en faveur de ces aspects-là. Ces aspects vont permettre à cette minorité de contrôler l'Éthiopie, de contrôler les tenants et les aboutissants, tout ce qui fonde cet État fédéral-là. Donc c'est à la suite de cela que la majorité, les Omoro, qui sont majorité au niveau de l'Éthiopie, vont se rendre compte qu'il est nécessaire aussi, pour eux, de revendiquer leur part au niveau de la gestion étatique. Donc, au vu de cela, donc, il y aura peut-être des négociations, mais cela va favoriser l'arrivée au pouvoir de Abiy Ahmed. Abiy Ahmed va comprendre aussi qu'il faut prendre en question les minorités tigréennes et d'autres minorités qui sont au niveau de l'Éthiopie. Mais le plus important, c'est de trouver un accord de paix avec l'Érythrée aussi et les autres États voisins. Mais est-ce que ces questions-là aussi ne posent pas problème dans certains de nos États, à savoir l'implication des considérations ethniques, religieuses et tout, au plus haut des sphères étatiques? Est-ce que ça ne pose pas problème déjà? Puisqu'on a l'impression que c'est le même scénario que l'on voit en Éthiopie entre les autorités d'Addis Abeba et celles du Tigré. Effectivement, en Afrique, on sait que l'Afrique est gangrénée par des problèmes ethniques. Cela se voit surtout lors des élections peut-être présidentielles. Vous avez vu en Centrafrique, c'était le même problème avec des minorités, des ethnies qui sont pratiquement en conflit. Au Mali, on nous parle aussi qu'il y avait des conflits entre Peuls et d'autres minorités ethniques. Les Dogons et les Donc, on sait que l'Afrique est gangrénée par ces problèmes ethniques vraiment qui ne font pas avancer la chose politique. Parce qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle et il y a ce qu'on appelle l'État.
alors que l'État a la compétence de ses compétences. Donc l'État a des rôles régaliens, mais l'État aussi a des institutions qui fondent et qui permettent à cet État de devenir fort et de briller au niveau international, mais aussi au niveau continental. Donc, on a vu que sur le continent africain, au niveau de l'Éthiopie, là, l'État est devenu plutôt archaïque, parce que le système éthiopien de conservation peut-être du pouvoir ou d'acquisition du pouvoir est un peu archaïque, parce que ce sont des chambres qui pratiquement élisent le président ou les représentants du peuple. Donc, pour vous dire tout simplement que c'est un système plutôt archaïque qu'il faut revoir, et c'est valable pour tout le continent africain, que ce soit au Sénégal ou au Mali ou d'autres pays. Il est temps que peut-être nos chefs d'État puissent repenser la refondation de l'État, parce que l'État aussi, à un moment donné, a besoin d'être revisité, d'être peut-être refondé à travers peut-être sa constitution ou d'autres démembrements qui vont permettre de consolider ce que j'appelle l'union de la nation, parce qu'on sait que l'État aussi, ce qui fonde l'État aussi, c'est la nation, et cette nation-là va permettre à l'État d'être vraiment forte, va permettre à l'État de pouvoir vivre pendant peut-être des siècles ou des décennies. Et le système politique éthiopien que vous considérez comme archaïque, certains États africains présentement n'excluent pas en tout cas de l'expérimenter, à savoir d'élire des présidents ou bien d'élire les représentants du peuple au niveau des chambres plutôt que d'organiser un vote au suffrage universel indirect. Voilà, la nomination à ce poste de Reda doit être officiellement acceptée par les autorités d'Addis Abeba. Je rappelle qu'ils ne sont pas encore prononcés là-dessus. Quelles urgences selon vous pour l'administration civile tigréenne qui doit être mise en place? Oui, il faut dire que sa nomination fait partie des points dans l'accord, une administration intérimaire jusqu'aux élections, parce que forcément, ils avaient organisé des élections chahutées d'ailleurs, parce que bon, l'autorité centrale Addis Abeba n'avait pas reconnu un peu ces élections-là. Aujourd'hui, l'urgence, c'est d'abord faire en sorte que l'électricité est revenue, et les télécoms au niveau de la capitale, mais aussi au-delà de Mekele, les autres centres urbains. Il faut faire revenir et cette électricité-là, ce qui est fait dans la capitale, les télécommunications, mais les autres services de base. Parce que bon, à un certain moment, M. Ndiaye le disait, c'est un conflit qui a été meurtrier, et à un certain moment, tout était coupé. Donc même les banques, on ne peut pas avoir des liquidités. Et il faut tout remettre tous ces services-là au grand bénéfice des populations qui ont payé quand même un lourd tribut. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas moins d'un demi-million de personnes tuées en 2 ans. C'est quand même cher payé. Et il y a eu plus de 2 millions de déplacés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut penser les plaies. Et je pense que beaucoup d'organisations internationales alertaient aussi sur la situation humanitaire dans cette zone-là du Tigré. Parfaitement. Et, vous savez, l'Éthiopie, on ne le présente pas à nous quand on était jeunes. Il y avait une image caricaturale quand on disait aux gens c'est des Éthiopiens. Donc cette image de la famine en Éthiopie, c'est une image qui est restée très longtemps. Mais il faut reconnaître que le pays a même fait des bons qualitatifs au point de commencer à exporter des céréales. Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais en interne, oui, il y a un peu ces questions-là de famine qu'il faut régler et qui sont dues à ce conflit-là qui aurait pu être évité et qui a donc beaucoup coûté à l'Éthiopie et au Tigré où ça s'est déroulé. Et quelques jours après sa visite à Addis Abeba, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a révélé que des crimes de guerre ont été commis au Tigré de novembre 2020 à novembre 2022 lors du conflit dans cette région éthiopienne. Selon les États-Unis, en 2 ans, quelques 500 000 personnes ont péri dans ce conflit. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, 1 demi-million. Mais pour l'effectivité aujourd'hui de la réconciliation et du processus de paix, ne faudrait-il pas d'abord situer les responsabilités, c'est-à-dire passer d'abord par la case justice avant aujourd'hui d'aller vers d'autres étapes, que ce soit des élections ou bien d'autres étapes? Oui, mais là, Addis Abeba n'est pas d'accord, parce qu'il y a eu des experts onusiens qui ont enquêté et qui ont, dans un rapport, dénoncé ces exactions-là. Là, le gouvernement de Abiy est en train de tout faire pour essayer de torpiller
ce rapport-là parce que ça ne donne pas une bonne image des autorités éthiopiennes. Mais il y a une réalité. Peut-on aller à ce processus de paix sans passer par cette étape-là, à savoir aujourd'hui situer les responsabilités, juger ce qui doivent l'être pour aujourd'hui au moins penser les plaies comme vous le disiez tout à l'heure? Il le faut forcément, mais malheureusement du côté d'Addis Abeba, c'est peut-être une mauvaise publicité pour le gouvernement d'Abiy et ils sont en train de tout faire pour que ce rapport-là reste à l'état confidentiel. Mais bon, les Américains, on sait qu'ils ont joué un rôle majeur dans cet accord-là. Ils ont mis beaucoup de pression pour amener les deux parties à conclure cet accord. Et ils sont en train de surveiller pour faire en sorte que l'accord ne déraille pas. Et comme ils tiennent aussi au respect des droits de l'homme, normalement, ils doivent pouvoir faire plier donc le gouvernement d'Abiy à accepter qu'on situe les responsabilités en termes de respect, en termes de violation des droits humains. Et qu'en est-il aussi des forces érythréennes et des milices Amara? Déjà lors des négociations à Pretoria, ils n'ont pas été associés à ces négociations, encore moins à l'accord qui a été conclu. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces groupes-là qui en tout cas ont été cités, surtout dans le cadre de ces exactions commises durant ce conflit? C'est ça la grosse incertitude, parce qu'aujourd'hui, l'Érythrée étant frontalier avec le Tigré, où s'est déroulé le conflit, et le rôle que l'Érythrée a joué pour mater un peu cette rébellion-là. Donc là, il y a un certain ascendant. Même si le pouvoir central à Addis Abeba s'est réconcilié avec les rebelles tigréens, jusqu'à présent, l'Érythrée est restée un peu en marge de cet accord-là. Et c'est là où on peut être inquiet parce qu'on ne sait pas quelle est l'attitude de ce pays voisin qui a scellé une alliance avec l'Éthiopie, parce que c'est cette alliance-là qui a permis d'amoindrir un peu la force de frappe des rebelles et les milices Amara, parce que là aussi, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ils ont pensé qu'en affaiblissant les Tigrés, qui est une région frontalière à l'Amara, ils peuvent conquérir des zones géographiques pour un peu agrandir leur espace. Mais est-ce que cette proximité aujourd'hui d'Addis Abeba avec l'Érythrée et les milices Amara n'explique pas aussi leur position par rapport au rapport aujourd'hui des Nations Unies sur les droits humains ou bien les révélations des États-Unis sur les exactions commises durant ce conflit? Parfaitement, parce que surtout c'est les forces érythréennes et ces milices qui ont été à l'origine de ces exactions-là. Ce qui fait que, bon, quelque part, c'est une façon de couvrir un peu ces amis qui ont aidé dans la guerre. Et cher Sadibou, en ce qui concerne les exactions commises, le chef de la diplomatie américaine pointe du doigt tous les acteurs impliqués dans ce conflit au Tigré. Pour sa part, le ministère éthiopien des Affaires étrangères qualifie d'incendiaires et de sélectives les accusations américaines de crimes de guerre dans la région éthiopienne, autant pour moi, du Tigré. Est-ce que cela ne risque pas aujourd'hui d'impacter à nouveau les relations entre Washington et Addis Abeba, si l'on sait que la situation était déjà tendue entre les deux pays? Effectivement, on sait que ça va impacter entre les relations entre Washington et Addis Abeba. Ça c'est quelque chose de vraiment clair. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas aussi aller vers la paix sans passer par la justice. Parce qu'on le sait, il y a des exactions qui ont été commises des deux bords, que ce soit avec les Tigréens, que ce soit aussi avec les milices gouvernementaux. Donc, il est important que pour aller vers un calendrier vraiment qui va permettre aux Éthiopiens de se retrouver autour d'une table et parler de paix, et vraiment sceller ces accords définitivement, je pense qu'il est important aussi de poser sur la table vraiment la justice, c'est-à-dire tous ceux qui ont commis ces injustices-là, c'est-à-dire des violations sexuelles, des exécutions sommaires, tout cela, ils doivent être vraiment jugés et traînés devant la justice. On sait que le gouvernement éthiopien évite vraiment ces rapports-là et c'est vraiment dire venant de l'Union africaine même aussi et des États-Unis et même des Occidentaux. Mais là, est-ce que le gouvernement éthiopien a le choix dans la mesure où un pays comme les États-Unis aujourd'hui, la reprise du partenariat économique avec l'Éthiopie est assujettie en grande partie également à cela, c'est-à-dire situer les responsabilités, juger aujourd'hui ceux qui doivent l'être, ceux qui ont commis des exactions durant cette période. Et aujourd'hui, c'est un financement de 331 millions de dollars qui est attendu aujourd'hui
aujourd'hui qui doit être répartie entre toutes les parties. Puisque le chef de la diplomatie américaine a été clair, ce n'est pas aujourd'hui une aide à seulement l'Éthiopie, mais à toutes les parties prenantes. Ce n'est pas une aide pour une région, le Tigré, l'Éthiopie ou autre, mais à toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le choix par rapport à cette question-là pour aujourd'hui cette reprise des relations économiques entre les États-Unis et l'Éthiopie? Effectivement, même si on voit les réactions des membres du gouvernement éthiopien qui brandissent toujours l'idée de la souveraineté, ça c'est clair. L'Éthiopie est un État souverain, un État fédéral certes, mais un État souverain aussi qui a un gouvernement qui prend des décisions. Mais au niveau international, la communauté internationale pose des jalons et des bases par rapport à des sortes de crises lors de certaines situations. Par exemple, le pays a été pratiquement divisé. Il y a eu des bombardements, il y a eu la guerre, il y a eu des morts. Donc il y a eu des exactions, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui ont été commis peut-être des deux bords. Il est important que ce gouvernement-là accepte qu'on doit passer par la justice pour situer les responsabilités. Certes, on va aller vers la paix, on va aller vers les négociations qui vont permettre vraiment une sorte définitive de cette situation-là, mais cela ne doit pas empêcher vraiment le gouvernement éthiopien de vraiment vouloir effacer ces exactions-là qui ont été commises par peut-être les troupes fidèles à Addis Abeba. Donc ce qui est important, c'est de souligner qu'au moins la communauté internationale, à travers peut-être les États-Unis et l'Union européenne, pose toujours sur la table le fait de vraiment situer les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde, vu l'évolution avec la Convention de Vienne, avec d'autres conventions qui existent un peu au niveau international, on ne peut plus tolérer qu'un gouvernement puisse bombarder des civils ou mener des exactions contre des populations ou des villages. Ça, c'est condamné au niveau international. Le cas libyen en est la preuve. Lorsque Kadhafi a voulu attaquer Benghazi, je m'explique, parce que la communauté internationale a fait brandir la responsabilité protégée. C'est quoi la responsabilité protégée? C'est lorsqu'on voit qu'un président en place veut vraiment mater une communauté. Donc on active la responsabilité protégée au niveau du Conseil de sécurité et l'ONU demande à une armée, que ce soit américaine ou... Pour la première fois, on voit même l'OTAN intervenir en Afrique. Donc c'est l'OTAN qui est allé assassiné pratiquement le colonel Kadhafi. Et hors contexte aussi, on a vu récemment aussi la Cour pénale internationale lancer un mandat d'arrêt international contre le président russe Vladimir Poutine par rapport à ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Et au-delà aujourd'hui des États-Unis, M. Thior, quel regard portez-vous aussi sur le rôle qu'a joué l'Union africaine par rapport à ce rapprochement qu'il y a eu entre le Tigré et Addis Abeba? Oui, réellement, il faut féliciter l'Union africaine parce que souvent, c'est une organisation très en retard sur les urgences de l'heure. Mais là, vraiment, avec l'ancien président du Kenya et Obasanjo aussi, l'ancien président du Nigeria, vraiment, l'UA a pesé de tout son poids sous la pression des États-Unis pour qu'on en arrive là. Donc, c'est une solution africaine à un conflit africain. Même s'il faut regretter quand même 2 ans de conflit, ça a été long, et un peu les conséquences au plan humain avec 500 000 morts et beaucoup de déplacés. Aujourd'hui, quand même, l'UA, à travers cette crise, montre que, bon, elle sert à quelque chose. Et je pense qu'il faut s'en féliciter, surtout pour peut-être la deuxième thématique qui nous attend. S'il fait preuve de la même démarche entre le Rwanda et la RDC, pourquoi pas avoir le même résultat. Et comment aujourd'hui maintenir cette stabilité-là, c'est-à-dire la rendre pérenne, la rendre durable, au-delà de l'accord de paix et des engagements pris autant pour moi par les différentes parties prenantes? Respecter ce qui a été signé, parce que les clauses sont claires, ils commencent à dérouler, mais comme je l'ai dit, le problème, c'est qu'au-delà du désarmement, après, qu'est-ce qu'il faudra faire de tous ces combattants? 200 000 combattants, c'est beaucoup. Si on doit les intégrer dans l'armée fédérale, mais ça va poser problème. Peut-être qu'il faudra les occuper, parce que des anciens combattants, si vous ne les occupez pas, ils sont capables de reprendre les armes. C'est là où peut-être aujourd'hui quand même l'Éthiopie qui commence à exporter des céréales, ça veut dire que c'est une nation qui commence à compter dans le concert dans le concert mondial des nations, parce que ce n'est pas donné à beaucoup de pays africains de faire pareil. Donc c'est à l'Éthiopie de faire en sorte que le Tigré, qui a été frustré, comme vous l'avez rappelé, parce que là, quelque part, ils ont senti une trahison de la part d'Abiy, parce qu'ils ont aidé un peu à son accession, et après son accession,
il les a lâchés. Mais comme le disait Ndiaye, les réalités africaines en termes d'ethnie, ça c'est des paramètres aussi à prendre en compte, qui nous retardent certes, mais vous êtes obligés, quand par exemple une zone géographique a été au pouvoir pendant longtemps, quand même de faire du turnover. Parce que si vous ne le faites pas, comme c'est une fédération, les autres vont se sentir frustrés et c'est pas bien. Et aujourd'hui, quelle priorité du gouvernement fédéral d'Addis Abeba au niveau du Tigré? Tout à l'heure, Thior a soulevé ce qui doivent être les priorités aujourd'hui pour le gouvernement régional intérimaire, si on peut l'appeler ainsi. Mais aujourd'hui, quelles doivent être les contributions du gouvernement fédéral pour appuyer aujourd'hui cette administration régionale intérimaire-là? D'abord, je pense que la première priorité, ce qui est normal, c'est d'avoir la paix, installer la paix, faire de telle sorte qu'il y ait une réconciliation nationale au niveau de ce pays, parce qu'on sait que ce pays a toujours été traversé par des crises, des situations de crise qui ont amené des milliers de morts et des milliers de déplacés. Donc, la première priorité, c'est la paix, mais aussi permettre, peut-être si je peux m'exprimer ainsi, de réaliser certaines revendications, comme le fait d'intégrer peut-être certains membres de cette communauté au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau d'autres sphères étatiques. Parce que, quoi qu'on puisse dire, ils ont eu l'expérience de diriger ce pays pendant des années et des années. Donc, il est important que le gouvernement puisse comprendre que pour la paix, vraiment, il faut mobiliser tous les moyens possibles. Que ça soit... Pour la paix, il faut mobiliser tous les moyens possibles. Et par rapport à l'intégration également de populations ou bien d'élites venues de cette partie du pays dans le gouvernement, l'actuel ministre de la Défense du gouvernement fédéral, Bélé, est originaire également du Tigré. En seconde partie du débrief, il sera question de parler aujourd'hui des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le premier accuse son voisin rwandais de soutenir les rebelles du M23. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief. Cher Sadibou, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette situation de tension entre la République démocratique du Congo et son voisin rwandais? Par rapport à cette situation qui se déroule actuellement entre la République démocratique du Congo et son voisin rwandais, il est important de soulever que ce sont, si je peux m'exprimer ainsi, les prémices peut-être d'un conflit ou d'une crise à long terme qui est en train de se passer sous nos yeux. Parce qu'on sait que depuis 1994, avec le génocide rwandais, avec l'ouverture des corridors de Kisangani et de Bukavu, des génocidaires se sont enfuis et se sont cachés en République démocratique du Congo et un peu partout dans le monde. Mais depuis cela, il y a eu des tensions entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. On sait qu'actuellement, les rebelles du M23, qui avaient un accord en 2009 avec le gouvernement congolais, actuellement sont entrés encore en rébellion contre cet actuel gouvernement de Tshisekedi. Donc il est important que la communauté internationale, l'Union africaine, vraiment s'empare de ce problème-là et essaie de le résoudre de manière définitive. Sinon, on risque de voir ces régions-là se déstabiliser d'année en année, avec surtout... Qu'est-ce qui justifie cette reprise des armes par le M23 et surtout la progression que l'on voit? Aujourd'hui, de plus en plus, il y a ce M23 qui progresse aujourd'hui et qui gagne du terrain dans le cadre de cette reprise progressive. Le Rwanda, l'ARD Congo accuse le Rwanda de financer et de soutenir les rebelles du M23. Le Congo aussi accuse vraiment le Rwanda de vraiment vouloir plonger cette zone-là vers une déstabilisation qui peut entraîner vraiment la division même du pays. Mais ce qui est important de soulever, c'est que lorsqu'on écoute peut-être les officiels de ce M23-là, ils nous disent que cette région est marquée par la pauvreté, vraiment par le manque d'emploi. Il est important que aussi le gouvernement congolais puisse investir dans cette zone-là parce que cette zone est vraiment riche en minerais, vraiment en or, argent, cuivre, bauxite et tout ça. Donc il est important aussi que le gouvernement congolais puisse revoir sa copie par rapport à cette situation. Mais ce qu'ils disent aussi, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Ce n'est pas aujourd'hui dans une situation de tension ou dans une guerre que le gouvernement aujourd'hui pourra investir ou bien valoriser ces ressources-là. Il ne peut pas prendre les armes contre l'État et demander à l'État aujourd'hui d'investir dans cette zone-là. Il faudrait de la quiétude, il faudrait de la paix pour que cette région aujourd'hui puisse être développée. Effectivement. Tshisekedi l'a dit même, il a dit que pour que le développement puisse accéder dans ces zones-là,
Rwanda, il faut qu'il y ait la paix. Donc pour que cette paix puisse avoir, il faut que ces partis puissent se retrouver. Même en 2009, qu'avait éclaté le M23, la naissance du M23, on pensait que peut-être le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais allaient se réunir et entamer des pourparlers pour essayer vraiment d'en venir définitivement par rapport à cette situation. Mais non, on a vu que d'une part, peut-être il y a une rétractation du gouvernement congolais et le Rwanda aussi peut-être s'était entêté à dire que ce n'était pas eux qui aident officiellement ces mouvements du M23-là, alors qu'on sait que la plupart, vraiment, il faut le dire aussi, des aides qui vont vers le M23-là nous viennent pratiquement du Rwanda. Donc ce n'est pas... c'est quelque chose qu'il faut essayer de reconnaître aussi. Et Thior, le Rwanda est cité pour la plupart dans cette tension-là. Et pourtant, il n'y a pas que le voisin rwandais qui est présent dans cette partie du Congo. Il y a également l'Ouganda et bien d'autres voisins qui sont également présents dans cette zone. Comment se fait-il ou pourquoi est-ce à chaque fois le Rwanda qui est plus cité par rapport à cette proximité avec le M23? C'est dû au fait, comme le disait Ndiaye, il faut remonter au génocide de 1994 et tout ce qui s'est passé. Et c'est un peu les ramifications que nous sommes en train de vivre jusqu'à présent. Parce que de part et d'autre, les gens traversent la frontière pour déstabiliser. Mais la situation actuelle, c'est quelque part ce qui s'est toujours passé malheureusement ces dernières années. La RDC étant la vache laitière pour ses voisins ougandais et rwandais. Il crée l'instabilité dans le Nord Kivu, à l'est du pays, pour mieux truster les ressources naturelles, parce que ce pays-là a d'immenses ressources naturelles. Et ça aussi, c'est pas acceptable. Quand vous regardez, on salue le génie rwandais, certes, en termes de développement, mais d'où ils ont tiré tout cela, il faut qu'on pose les questions. Quelque part, c'est cette instabilité créée constamment à l'est de la République démocratique du Congo qui profite au Rwanda et quelque part l'Ouganda. Mais bon, aujourd'hui, on sait que le voisin ougandais quand même a envoyé des troupes d'interposition, comme d'ailleurs les Kenyans l'ont fait et comme les Angolais sont en train de faire ça. Ce qui n'est pas le cas du Rwanda, qu'on soupçonne à raison. Mais pour le cas du Rwanda aussi, il faut rappeler que le gouvernement congolais ne voulait pas de troupes rwandaises. Ils ont été catégoriques. Tshisekedi ne veut pas de troupes rwandaises aujourd'hui dans cette partie de son pays. Oui, parce qu'il n'y a plus de confiance entre les deux pays. Et il faut, pour dire les choses telles quelles, ils sont vraiment au bord de la guerre. On a vu que Nicolas Sarkozy, l'ancien président, est arrivé pour une visite privée. Certains, très au fait de ce qui se passe dans cette partie du monde, pensent même que Nicolas Sarkozy, ayant de bonnes relations avec Kagame, pourrait peut-être faire bouger les lignes. Parce qu'aujourd'hui, du côté de Kagame, le dialogue est rompu. Parce que Kagame soupçonne même son ami Tshisekedi ou ennemi de vouloir passer par prétexter le conflit un peu dans le Nord Kivu pour éventuellement même reporter les élections à la fin de l'année. Donc, et en retour aussi, le Tshisekedi, donc, qui accuse carrément Kagame de financer aujourd'hui, face à ces accusations sur accusations, vous avez soulevé tout à l'heure la visite privée aujourd'hui de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Si certains parlent d'une médiation pour rapprocher les deux hommes, la présidence congolaise, elle, a réagi sur Twitter pour faire savoir qu'il n'en est rien, qu'il s'agit d'une visite privée et que le président Tshisekedi est disposé à le rencontrer. D'ailleurs, un tête-à-tête a eu lieu entre les deux hommes, à savoir le président Tshisekedi et Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, au vu de la proximité, en tout cas prêtée à Nicolas Sarkozy par rapport à Paul Kagame, peut-il contribuer aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, pourrait-il contribuer à davantage rapprocher ces deux hommes que sont Félix Tshisekedi et son voisin rwandais Paul Kagame? Jusque-là, les différentes médiations n'ont pas donné les résultats escomptés. Je pense qu'il peut jouer un rôle, mais l'autre rôle, c'est attendu de lui, comme lui l'a fait dans le conflit en Éthiopie. Parce qu'on a vu que vraiment, même l'ancien président qui s'est impliqué en Éthiopie, du Kenya Uhuru Kenyatta, fait de même dans ce conflit-là. Donc il faut que vraiment l'Union africaine s'implique comme elle l'a fait en Éthiopie,
pour amener les deux parties à se partir, à briser la glace. L'apport de Nicolas Sarkozy en souterrain peut être bénéfique parce que bon, vous avez vu les autorités de Kinshasa ont dit que oui, il n'en est rien. Mais par rapport à l'Union africaine, l'Union africaine, je pense que c'est impliqué déjà, puisqu'il y a aujourd'hui le président angolais qui est désigné aujourd'hui comme médiateur. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les deux hommes à Luanda. Mais jusque-là, on a comme l'impression que tous les deux campent sur leur position et continuent dans les accusations mutuelles. Qu'est-ce que justifie cela? Joao Lorenzo n'arrive pas à regrouper les deux principaux protagonistes. S'il appelle à un sommet, c'est soit Tshisekedi qui vient ou bien c'est l'autre qui vient. Et ça aussi, c'est une grosse difficulté. Donc peut-être il faudra voir une formule beaucoup plus à même d'amener les deux à s'asseoir et se parler. Parce que forcément, il faut arriver à faire en sorte qu'ils s'asseyent ensemble pour se parler. Mais est-ce qu'aujourd'hui aussi, je le disais tout à l'heure, est-ce que le Rwanda gagnerait à ce que la paix revienne rapidement dans cette partie du pays? Parce que si cette instabilité-là profite au Rwanda, moi je vois mal Kagame faire en sorte d'aller vers une paix dans les plus brefs délais. Mais si une instabilité aujourd'hui dans un pays voisin profite à l'autre voisin, cela peut aussi poser un problème puisque la souveraineté aujourd'hui de son voisin congolais est perturbée et ça peut poser problème même au niveau des instances internationales. Cher Sadibou, même si Kigali nie aujourd'hui un quelconque lien avec le M23, une mission de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies à Kinshasa, a clairement indiqué qu'il n'est plus à démontrer que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée rwandaise régulière dans le nord Kivu. Cela est inacceptable. Je cite là aujourd'hui les conclusions de l'envoyé spécial ou bien de l'émissaire aujourd'hui des Nations Unies à Kinshasa. Cette condamnation de l'ONU constitue quand même une avancée pour Kinshasa qui aujourd'hui n'est plus seul dans cette lutte. Mais les Nations Unies aujourd'hui disent ne pas pouvoir tout régler, surtout par rapport aux autorités locales. Eux, ils préfèrent plutôt laisser les solutions aux autorités locales. Que pensez-vous de cette posture de l'ONU? Je pense que cette posture, il faut essayer de comprendre cette posture de l'ONU. L'ONU est même allée plus loin. L'ONU nous dit qu'il faut même mettre un terme à cette force du M23. L'ONU est assez catégorique par rapport à cette situation. Parce que l'ONU a compris qu'il y a un financement peut-être qui... Mais l'ONU mais à la suite de cette mission, elle a juste annoncé quelques sanctions pas assez coercitives aujourd'hui pour faire reculer ou bien pour faire en tout cas baisser les armes ou bien laisser les armes les rebelles du M23. Parce qu'ils savent que les rebelles du M23 disposent d'armes lourdes qui sont assez sophistiquées et qui vont les permettre peut-être de venir à bout des soldats congolais. Donc ces armes lourdes-là viennent d'où? L'ONU sait que le M23 quelque part est parrainé par un État, que ce soit le Rwanda ou un autre État. Mais on sait que des armes lourdes sont en possession de ces rebelles-là du M23. Imaginez, la République démocratique du Congo dispose d'avions de chasse comme des MiG-29, avec des chars lourds aussi. Et malgré tous ces moyens-là, ils ne parviennent pas militairement à se défaire de ces rebelles du M23, malgré que la guerre n'est pas conventionnelle. Est-ce que l'ONU n'avait pas une certaine responsabilité, puisque le pays a été pendant des années également confronté à un embargo sur les armes? Oui, effectivement. Un embargo qui a certes été levé, mais pendant longtemps, le pays a été confronté à cet embargo de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU, pourtant, n'a pas exclu sa responsabilité par rapport à cet embargo-là. Mais aujourd'hui, l'ONU s'est rendu compte qu'il est nécessaire aussi de soutenir le gouvernement congolais aussi pour en venir par rapport à ces rebelles-là. Parce que ces rebelles disposent d'armes lourdes, vraiment qui les ont permis de pratiquement déstabiliser le Nord Kivu et pratiquement toutes ces régions-là. Donc il est important que l'ONU puisse aussi, à un moment donné, vraiment de cette situation-là, certes, parler aux voisins rwandais, parler au président Tshisekedi, mais aussi essayer de trouver une solution vraiment pérenne par rapport à cette situation-là, malgré que l'Union africaine a eu à faire des démarches, parce qu'on sait que l'ONU, avant d'intervenir, l'ONU passe d'abord par l'organisation continentale, qui est l'Union africaine, et l'organisation régionale, qui vont essayer de trouver des solutions. Mais on a vu que les deux s'entêtaient, avec même la visite de Sarkozy, on en parle, avec aussi la visite d'autres vraiment diplomates qui sont venus pour essayer de vraiment corser les deux protagonistes à trouver une solution. Mais on a vu que jusqu'à présent... Et même récemment du président français Emmanuel Macron qui les a également invités aujourd'hui à essayer de trouver des solutions en intérieur plutôt que de vouloir chercher les responsabilités à
à l'extérieur. C'est pourquoi moi je comprends la position de Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui le monde est gangréné par plusieurs conflits. Regardez ce qui se passe en Ukraine, le conflit ukrainien. On dit que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, on le sait. Donc la communauté internationale se précipite et donne des armes à l'Ukraine pour vraiment essayer de repousser la Russie. Maintenant, cette communauté internationale-là, on dirait que ne veut pas voir ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, alors qu'il y a eu des milliers et des milliers de morts, des millions de déplacés, mais personne n'en parle. Peut-être la communauté internationale a choisi une manière plutôt, peut-être, on dirait, diplomatique par rapport à cette situation et une manière plutôt ferme par rapport à ce qui se passe en Russie. Alors que toutes les situations se valent. Une guerre est une guerre. Donc si on ne trouve pas de solutions par rapport à ce conflit-là, on risque vraiment de voir toute cette région et à la seule différence que aussi là, les enjeux et implications sont beaucoup plus pressants, en tout cas, pour ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, plutôt que ce qui se passe en Afrique. Ils se sentent plus concernés, en tout cas, de près. Voilà, le principe, ce qu'on appelle en journalisme, le principe de la proximité affective et de la proximité géographique. Le mort kilomètre. Voilà, donc malgré l'annonce le 3 mars dernier à Luanda d'un cessez-le-feu accepté par le M23, les combats se poursuivent entre l'armée et les rebelles dans l'est de la RDC, sur les fronts nord et sud, autour des zones contrôlées par la rébellion dans la province du Nord Kivu. Quel rôle aujourd'hui pourrait jouer le président rwandais Paul Kagame pour un retour en tout cas de la paix, ou bien pour inviter même ces rebelles du M23 aujourd'hui à la table des négociations ou à déposer les armes, même si vous ne pensez pas qu'il serait peut-être prêt à jouer un rôle dans ces conflits-là? Oui, je pense que le rôle qu'il peut jouer, c'est d'arrêter et de faire entendre raison aux rebelles du M23. Je pense qu'il ne sert à rien de déstabiliser son voisin, parce que la RDC a beaucoup souffert depuis plusieurs années, la fin du règne de Mobutu Sese Seko jusqu'à aujourd'hui. Là, depuis l'arrivée de Tshisekedi, on pensait qu'après un report plusieurs fois de l'élection qui s'est finalement tenu en 2018, le pays allait retrouver enfin la paix. Et voilà qu'il retombe dans les travers. Donc c'est vraiment à Kagame d'être un gentleman et vraiment d'arrêter de fragiliser en pensant qu'en continuant à exploiter dans l'anonymat les énormes ressources naturel à l'est de la RD Congo. Ça lui a profité jusque-là, donc il est temps d'arrêter et de mettre en avant l'intérêt de la RD Congo. Et face à la situation dans le Nord Kivu dont vous venez de parler tout à l'heure, l'armée congolaise fait aussi recours au service de sociétés militaires privées qui opèrent à Goma dans l'est de la RDC. Il s'agit, selon Intelligence Afrique, d'ex-soldats de l'URSS, d'hommes d'affaires et légionnaires étrangers. Que pensez-vous aujourd'hui du recours par nos armées à des prestataires militaires privés? Nous le voyons un peu partout dans différentes régions africaines, que ce soit à l'ouest, au centre ou bien ailleurs. C'est très dommage parce que quand vous faites recours à ces milices ou à ces forces-là, c'est chèrement payé. Donc en retour, là où vous devez vous occuper de votre population, cette manne financière ou minière ou autre naturelle, vous le consacrez à ces forces-là. Alors que bon, si vous équipez quand même votre armée avec peut-être des armes de pointe, et une bonne formation, cette armée nationale peut faire l'affaire. Mais bon, c'est dommage que de plus en plus les gens font recours à ces miliciens comme Wagner là, qui commencent à essaimer un peu partout en Afrique. Et on sait que franchement, en termes de résultats, bon, moi je reste circonspect. Et ce sont des organisations ou des groupes privés qui sont souvent accusés d'exaction. Cher vous, quel regard portez-vous sur ce choix aujourd'hui de nos armées, ou plus globalement de nos États, à recourir aujourd'hui à des groupes paramilitaires privés pour défendre aujourd'hui des questions de sécurité intérieure? Par rapport à ces milices ou ces organisations privées qui sont d'ailleurs partout dans le monde, on sait que chaque État pratiquement dispose d'organisations paramilitaires
qui agissent un peu partout. En Irak, on a vu avec les Américains, en Afghanistan, un peu partout. Maintenant, concernant l'Afrique, il est important que les États africains aient raison garder et sachent que la sécurité, elle est d'abord intérieure. La sécurité doit être interne. Donc, il faut avoir une politique sécuritaire définie, clairement définie par l'État lui-même. Donc, avant d'engager des milices privées, il faut d'abord tout simplement résoudre le problème militaire qui existe un peu partout en Afrique. On sait que nos armées sont des armées pratiquement faibles. La première armée en Afrique, c'est l'Égypte, les autres, l'Afrique du Sud, le Maroc, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une industrie militaire au niveau des États africains. Donc, il est important que nos États puissent mettre en place des politiques sécuritaires qui vont leur permettre, même collectivement, d'essayer de créer, de se mutualiser par rapport à ces problèmes-là, de créer des industries militaires qui vont nous permettre de nous équiper, de ne plus acheter des munitions étrangères. Donc on sait qu'en matière militaire, les munitions, ça compte. Donc, et on sait que l'Afrique vraiment importe beaucoup de munitions. Donc au niveau de la République démocratique du Congo, on sait qu'il y a des vraiment milices privées, mais moi, la lecture que j'ai par rapport à cela, c'est que l'État aussi est souverain. L'État est libre aussi de définir sa politique par rapport à sa politique sécuritaire. Parce que lorsqu'un État voit que son armée, peut-être au niveau de la formation ou au niveau du matériel, n'est pas peut-être assez équipée pour faire face. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas donc jouer sur ça, c'est-à-dire former davantage l'armée et les équiper plutôt que de recourir à des groupes militaires ou paramilitaires privés? Mais malgré cela, Daouda, même si vous avez bien formé et vous avez bien équipé, cela n'empêche pas aussi l'État d'essayer de trouver des milices privées. Parce qu'on sait que l'État américain a des milices aussi. Pas des milices, mais des organisations privées qui s'occupent par exemple de la sécurité ou vraiment d'autres choses. La Russie, même chose, la France, la Chine et d'autres. Ils ont des organisations privées qui sont dans leur pays qui vraiment s'occupent de problèmes peut-être... Mais officiellement, ce sont des organisations privées pour lesquelles l'État ne reconnaît pas de lien direct avec ces organisations-là, comme c'est le cas de Wagner ou d'autres organisations paramilitaires privées. L'État, en tout cas central, ne reconnaît pas directement de lien avec ces organisations-là. Et tu vois, vous parliez tout à l'heure d'armée et de davantage, en tout cas, soutenir ces groupes forces armées aujourd'hui congolaises. Par rapport à cela, confrontés à la progression du M23, les forces armées congolaises ont aussi fait l'acquisition de 9 drones de fabrication chinoise appelés CH-4 Rainbow. Dans le même temps, Kinshasa continue aujourd'hui de recourir en tout cas à d'ex-légionnaires prestataires privés. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Après les drones, Kinshasa veut aussi disposer d'avions de chasse chinoises. Les discussions sont en cours par rapport à cela. Que vous inspire cette méthode de l'armée congolaise, à savoir se renforcer davantage en termes d'armement? Ça veut dire qu'on va vers... Et on a vu aussi la même chose avec l'armée malienne aujourd'hui, qui est davantage soutenue sur ce plan-là pour disposer aujourd'hui, l'armée malienne qui dispose actuellement de drones turcs et d'avions de chasse également russes. Ça veut dire que du côté la RD Congo, on est prêt à faire la guerre, donc on va vers l'escalade. Et ça ne profite à personne. Je pense que la meilleure solution aujourd'hui, c'est vraiment de faire entendre raison à Kagame. Si Kagame arrête de sponsoriser le M23, le M23, rappelez-vous, a été défait en 2013. Donc, pourquoi il a pu renaître de ses cendres? Parce qu'il y a le soutien du Rwanda. Ça, c'est clairement établi. Donc, il faudra faire entendre raison à Kagame pour lui faire comprendre qu'un bon voisin, on ne déstabilise pas ses voisins. Donc, aller vers une paix durable. Parce que quand vous regardez entre les deux pays, ils sont très imbriqués en termes de communauté. Donc, ils traversent la frontière facilement. Donc, il n'y a que la paix qui peut régner là-bas. Si en cas de conflit, ça ne profite à personne. Et d'ailleurs, la plupart de ces déplacés-là qui avaient, durant le génocide de 1994, quitté le Rwanda pour cette partie est de la RDC, sont aujourd'hui devenus ce qu'on appelle des Congolais rwandophiles, comme on les appelle. Ce sont des Congolais aujourd'hui dits rwandophiles. Par rapport aux voisins rwandais, vous parliez tout à l'heure de lui faire entendre raison. Comment faire entendre raison aujourd'hui aux voisins rwandais pour arriver à une paix plutôt qu'à une escalade aujourd'hui entre les différentes parties prenantes? Mettre le Rwanda devant ses responsabilités, parce que le Rwanda fait beaucoup attention à son image. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'au plan international, vous le voyez sponsoriser des équipes de football. Donc je pense qu'il faut voir de ce côté-là comment le mettre devant ses responsabilités. Parce que quand
quand on veut montrer une belle image sur la scène internationale, il y a des comportements qui sont inacceptables. On ne peut pas faire la promotion de la guerre pour ses intérêts bassement matériels. Donc je pense que c'est sur ce levier-là qu'il faut agir. Et Cheikh, la situation a durement impacté aussi les populations locales. De nombreux Congolais des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, à l'est de la RDC, disent éprouver des difficultés aujourd'hui à traverser la frontière du Rwanda. À ces derniers, les douaniers rwandais exigent désormais un visa pour traverser la frontière. Comment revoir aujourd'hui la situation entre les deux pays, surtout pour atténuer aujourd'hui les souffrances ou impacts qu'il y a sur les populations locales? Daoud, cette zone du Kivu là, je pense qu'il faut le démilitariser parce que cette zone est vraiment en proie à beaucoup de conflits interethniques. Parce que ces génocidaires-là qui ont fui le Rwanda pour entrer au Congo, les Congolais qui sont aussi dans cette zone-là, c'est pratiquement les mêmes peuples. C'est les mêmes peuples pratiquement. Donc, il faut tout d'abord démilitariser cette zone-là et pour permettre à ces populations-là de retrouver la paix. Mais aussi, comme l'a dit le doyen, il faut mettre Paul Kagame devant ses responsabilités. Parce que quoi qu'on puisse dire, malgré toutes ces situations de crise qui ont eu à se passer au Rwanda et au Congo, le Congo est un pays souverain, c'est un pays indépendant. Et la paix au Congo va rapporter aussi la paix au Rwanda et au niveau de cette zone-là. Si on ne vraiment se dirige pas vers cette situation de paix-là, on risque vraiment de revoir une partie de l'Afrique vraiment être déstabilisée, être divisée, peut-être même être morcelée en États. Et ce n'est pas souhaitable au niveau continental, parce qu'on sait que l'Afrique d'aujourd'hui est traversée par beaucoup de crises, que ce soit dans le centre, que ce soit dans l'ouest, au Sahara, on l'a vu aussi. On a vu le nord avec vraiment les printemps arabes, le Sahel déstabilisé. Donc, continuer vers cette déstabilisation-là du continent africain ne peut pas profiter vraiment à cette nouvelle génération de jeunes Africains qui aspirent même à diriger le continent et vraiment à changer le cap. Parce qu'on sait que vraiment le continent est gangréné par la pauvreté. Cette zone du Rwanda là et du Kivu, on sait que les populations qui vivent dans cette zone vraiment sont des populations démunies. Et par rapport à cette pauvreté et cette insécurité notée dans cette localité, est-ce qu'aujourd'hui ces gisements ou bien ces ressources, ces importantes ressources naturelles et extractives ne peuvent pas aussi constituer une solution par rapport à ce conflit ou par rapport à ces tensions notées dans cette partie-là? Cela doit constituer une solution parce qu'on ne peut pas comprendre une région où il y a beaucoup de minerais, fer, or, diamants, bauxite, tout. Et on voit que cette région-là est vraiment gangrénée par la pauvreté, où les populations ne marchent pas à leur faim, où les enfants ne vont pas à l'école, où les jeunes ne trouvent pas du travail. C'est d'ailleurs cette même situation qui marque la plupart des régions africaines où il y a beaucoup de ressources. Donc il est important que les États puissent mettre de côté leur ego et parler de paix. Mais aussi il y a un problème géopolitique, il y a un problème géostratégique, parce qu'on sait qu'aussi au niveau international, il y a des États qui ont leurs mains basses au niveau de cette zone-là et qui vraiment courent pour essayer d'exploiter ces richesses-là. Et par rapport à cela, d'où l'intérêt aujourd'hui de renforcer en tout cas la présence de l'État dans ces zones-là aujourd'hui qui font face à des tensions ou à des conflits armés. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Mamadou Thior, un confrère. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Daouda. Merci également à M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Ça a été aussi un plaisir de partager le plateau avec vous. Je vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur nos antennes.